ports faisaient l'admiration du monde antique. Ils étaient renommés pour la fabrication d'une teinture extraordinaire. Pendant 1000 ans, ces habiles commerçants ont dominé la Méditerranée. Ils ont légué à la postérité un bien inestimable, l'alphabet. Leurs guerres successives contre Rome ont marqué l'Antiquité. La maîtrise de la navigation et de la construction navale ont fait d'eux l'une des premières puissances de l'histoire. Ce sont les Carthaginois. Depuis 1574, la Tunisie était une province turque administrée par un pacha nommé par le sultan d'Istanbul. Mais c'est le titre de bey, une fonction politico-militaire, que prendra Hussein Ben Ali, le chef des janissaires, lorsqu'il fonde en 1705 la dynastie qui portera son nom pendant 2 siècles et demi. D'emblée, le nouvel homme fort cherche à marquer son autonomie vis-à-vis du gouvernement d'Istanbul et s'appuie sur les élites autochtones pour asseoir sa légitimité. Il dote également le pays de frontières sûres et d'un État centralisé, créant les conditions d'un remarquable essor économique. Mais en 1735, la révolte de son neveu Ali, qui briguait sa succession, plonge le royaume dans la guerre civile. Battu près de Kérouan, Hussein finit décapité en 1740. À partir du 19e siècle, et après de nouveaux épisodes sanglants pour l'accession au trône, un consensus est enfin trouvé pour que ce soit le doyen de la famille qui règne. Et ce, quel que soit son degré de parenté avec le bey défunt. Plusieurs des beys qui se succéderont sur le trône hussénite seront de grands souverains, tel Hamouda Pacha, dont le long règne contribue indéniablement à asseoir la légitimité de la dynastie et à assurer au pays son rayonnement international. Hussein II, qui dote le royaume de ses armoiries et de son drapeau, et qui, dit-on, aimait se faire lire le Code Napoléon par le consul de Lesseps. Ahmed Ier, prince réformateur, qui comprend que la Tunisie a sa personnalité propre et parle pour la première fois à ses sujets d'État-nation. Mais l'acte majeur de son règne demeure l'abolition de l'esclavage en 1846. On dit que Mohammed Bey a voulu revenir sur l'abolition de l'esclavage pour préserver son harem, qui, dit-on, comptait plusieurs centaines de femmes. Le monarque avait même dû agrandir le palais du Bardo pour pouvoir accueillir toutes ses odalisques. Elles étaient génoises, circassiennes, moldaves, sardes, nubiennes, auxquelles s'ajoutaient parfois des bourgeoises de Tunis prises de force à leur mari. Mais ce par quoi Mohammed Bey a marqué son temps est sans nul doute son fameux pacte fondamental qui instaure dès 1857 l'égalité des droits entre ses sujets, qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens. Cet élan réformateur se poursuit avec l'avènement de Sadok Bey, qui dès 1861 dote son royaume d'une constitution dont il offre fièrement un exemplaire à Napoléon III. Même s'il ne sera jamais appliqué, ce texte, en avance sur son époque, va jusqu'à permettre la destitution du bey en cas de trahison. Mais les réformes engagées par Sadok sont compromises par la crise financière grave dans laquelle s'enfonce le pays. Ayant souscrit des emprunts usuraires qui ont fait la fortune de banquiers européens véreux, le Premier ministre, Mustapha Khaznadar, passe autour du cou de son souverain le lacet qui finira par l'étrangler. C'est sur son conseil que Sadok Bey décide de doubler l'impôt, provoquant en avril 1864 une insurrection quasi générale dans le royaume. Il y aura bien le grand Kheireddin pour tenter de sauver la régence de la banqueroute, mais il se heurte à l'hostilité de la haute bourgeoisie et des consuls étrangers, soucieux de préserver leurs privilèges. Aussi, lorsque le mignon du bey, Mustapha Ben Smaïl, est promu Premier ministre, il a le champ libre pour négocier avec le consul Roustan la future mainmise de la France sur la Tunisie.
Prenant prétexte d'un incident de frontière, l'armée française envahit le territoire tunisien par l'Algérie fin avril 1881. Elle trouve sur sa route une résistance populaire déterminée, mais dont les moyens de défense, archaïques et limités, ne feront jamais le poids. Finalement, l'ensemble de l'expédition coloniale s'assimilera, selon le mot d'un historien, à une promenade de 18 jours. Mais dans la Tunisie profonde, c'est le sentiment d'avoir été trahi qui l'emporte, entachant pour longtemps l'honneur et la loyauté de la dynastie hussénite. Soucieux de sauver leur trône, les premiers beys qui règnent sous l'occupation acceptent sans trop rechigner les conditions de la France qui les confine dans un rôle symbolique et d'apparat. Le peuple, quant à lui, se console d'avoir pu garder en la monarchie un repère et l'incarnation d'un semblant de pouvoir tunisien. La naissance du mouvement national au début du XXe siècle va mettre le trône hussénite face à sa première épreuve. Doit-il se faire l'écho des aspirations naissantes de son peuple ou bien au contraire s'en démarquer pour préserver sa bonne entente avec la France ? Sur le trône depuis 1906, Nasser Bey choisit de se rapprocher des courants patriotiques. C'est son fils, le futur Moncef Bey, qui lui présente les militants du parti Destour, dont ce sont les premières revendications nationalistes. Mais le pouvoir du protectorat ne peut rester inerte face à cette agitation politique à laquelle la famille royale est désormais mêlée. Il suggère alors au petit journal, auquel Nasser Bey venait d'accorder un entretien, de manipuler les déclarations du souverain, de sorte que celui-ci paraisse désapprouver les réformes demandées par les nationalistes. Atteint dans sa dignité, Nasser menace d'abdiquer. La situation est délicate pour le résident général Lucien Saint qui, fait aggravant, attend la visite en Tunisie du président français Millerand. Ce spectre de l'annexion sera toujours brandi par la France pour faire plier les beys les plus récalcitrants. De fait, Nasser est contraint de renier ses sympathies nationalistes et reçoit même ici en grande pompe le président Millerand en avril 1922. Pour le prince Moncef, le chef des contestataires du palais, c'est une longue traversée du désert qui commence. Tirant les leçons de la crise de 1922, les successeurs de Nasser Bey éviteront d'entrer en conflit avec l'autorité coloniale. Pendant 20 ans, les revendications nationalistes ne trouveront presque plus aucun écho au palais. Si Habib Bey se réfugie dans ses passions favorites que sont la peinture et la musique, Ahmed II suivra, impuissant, les événements sanglants d'avril 1938 qui opposent nombre de ses sujets aux forces d'occupation.
Le nationalisme bellical, né avec Nasser Bey, ne reprendra des couleurs qu'avec l'accession au trône de son fils Moncef en juin 1942. Moncef Bey envisageait des grandes réformes comme la tunisification de l'administration et l'égalité d'accès des Tunisiens comme les Français aux fonctions de l'État, l'éducation et l'enseignement public pour tous les citoyens, peu importe leur origine, la nationalisation des grandes entreprises. Mais pour son malheur, Moncef Bey est rattrapé par la Deuxième Guerre mondiale. En novembre 1942, les troupes allemandes occupent Tunis pour s'opposer à l'avancée des armées anglo-américaines en Afrique du Nord. Mais que peuvent bien attendre les Tunisiens de ce nouvel envahisseur, eux qui subissent déjà l'occupation française depuis plus de 60 ans? La retraite des Allemands s'accélère. Au centre, la première armée attaque vers Kairouan. Les Français du 19e corps avancent sur Pichon et occupent la dorsale orientale. Au nord, les corps francs d'Afrique, opérant avec les Américains, refoulent l'ennemi jusqu'à Bizerte. Porte de Bizerte. Comme Sfax, comme Kairouan, comme des dizaines de villes africaines et des milliers de villes de la métropole, Bizerte a payé très cher sa libération. Un bombardement massif précède la dernière poussée des Alliés sur Tunis. Les éléments blindés, les dernières positions de l'ennemi qui décrochent et s'apprêtent à fuir vers le Cap Bon sont violemment attaqués. Ont des capotes usées, des chaussures éculées, des armes désuètes. Ils marchent cependant au combat, et avec eux toutes les forces de l'Empire, jusqu'aux goumiers les plus fanatiques de nos partisans. Le 7 mai, les éléments de tête pénètrent dans la ville. Sur les trottoirs, les Tunisiens crient leur joie aux troupes françaises, britanniques et américaines. Déjà, la vie quotidienne reprend. Les civils s'organisent derrière les soldats. On retrouve les habits, les vieilles barbes, les toges. Et les Tunisiens... Le 11 novembre, une cérémonie de célébration de la victoire des alliés français, américains et anglais sur les Allemands. Les généraux des alliés en présence des représentants du Bey sur l'avenue Jules Ferry, actuellement l'avenue Habib Bourguiba, en face de l'ambassade de France actuelle. Le décret ne sera jamais promulgué. Mais Moncef Bey, héroïque dans cette affaire, le sera beaucoup moins en acceptant de décorer des officiers allemands. Une imprudence qui lui sera d'autant plus fatale que les Alliés sont aux portes de Tunis. L'accueil triomphal le 7 mai 1943 est le fait quasi exclusif de la population européenne. Dans la foule en liesse, on ne reconnaît en effet aucun turban. Le Bey, quant à lui, ne doit guère se sentir plus concerné par cette victoire, si ce n'est qu'elle met un terme au malheur de son peuple et au saccage de son pays. Inquiets, les Tunisiens s'interrogent sur son sort, surtout après que la BBC ait annoncé sa fuite à Berlin avec les forces de l'Axe. Mais c'est toujours réfugié dans sa résidence d'Amamlif que le capitaine britannique Lambert ira se présenter devant lui. L'humiliation subie ce jour-là par Moncef Bey laissera des traces douloureuses dans la mémoire collective tunisienne. Quant à sa déposition voulue par les Alliés, elle tourne elle-même à la confusion et les Français, à nouveau maîtres du pays,
hésite à statuer sur son sort. Finalement, Alger charge le général Juin d'obtenir l'abdication du bey au motif de sa collusion avec les Allemands. En réalité, c'est du souverain nationaliste que la France voulait se débarrasser. Coriace et en paix avec sa conscience, Moncef Bey refuse d'abdiquer. Le général Giraud rend alors sa fameuse ordonnance du 14 mai 1943 qui destitue Moncef Bey et l'envoie en exil dans le Sahara algérien. Tant pas de gaieté de cœur, semble-t-il, que le prince Lamine accepte de succéder à son cousin dans des conditions aussi dramatiques. Mais encore une fois, il y va de la survie même du trône hussénite. Une cérémonie d'installation de Lamine Bey en remplacement de Moncef Bey, destitué en accusation de complicité avec les Allemands nazistes. Le représentant français en Tunisie, le général Juin, a présidé la cérémonie. Mais les maladies dont souffre le bey de longue date gagnent hélas du terrain et rendent de plus en plus improbable son rêve de revoir un jour sa Tunisie natale et son peuple bien-aimé. Sidi Moncef s'éteint à Pau le 1er septembre 1948. Sa dépouille est rapatriée en Tunisie où une foule immense afflue des 4 coins du royaume pour assister à ses funérailles. Le résident général Mons écrira dans ses mémoires qu'il a vu ce jour-là naître un peuple. Un peuple qui se ressoude autour de la monarchie hussénite après des décennies de défiance et de rancœur. Avec la mort de Moncef Bey, son cousin Lamine, contesté depuis plus de 5 ans, ne vacille plus sur son trône. Mais il a conscience du poids de l'héritage dont il est désormais dépositaire. Chargé par le gouvernement de Paris d'une mission de rétablissement de l'ordre, le nouveau résident de Haute-Cloque instaure à Tunis un véritable régime de terreur. Il a également pour tâche de faire plier Lamine Bey, jugé beaucoup trop à l'écoute des leaders nationalistes. Si la menace de le destituer a eu raison de la résistance du bey, elle n'a jamais pu empêcher le palais de garder des relations étroites avec le mouvement national. Une proximité qui n'était pas du goût de certains princes, connus pour leurs affinités avec le pouvoir colonial. Le prince incriminé finira assassiné par les nationalistes en 1953 pour avoir assisté contre la volonté du parti d'Estour à la fête nationale française du 14 juillet. En face, la puissance coloniale poursuit une répression sévère contre le mouvement national et procède à de nombreuses arrestations, dont celle du leader Habib Bourguiba. En décembre 1952, une organisation terroriste du nom de la Main Rouge revendique l'assassinat du chef syndicaliste Farhat Hached, l'une des figures nationalistes les plus proches de la cour bellicale. Pourtant, la marche vers la décolonisation paraît inéluctable et Lamine Bey suit de près les discussions entamées avec la France pour l'obtention de l'autonomie interne de son royaume. Pierre Mendès France viendra la lui annoncer en septembre 1954. Convaincu d'avoir fait son devoir pour libérer la patrie, le trône hussénite est en passe d'effacer sa dette envers son peuple. C'est peut-être ce message que Lamine Bey envoie à Bourguiba en lui dépêchant sa propre fille, la princesse Aïcha, pour l'accueillir à son retour d'exil le 1er juin 1955. Le combat de Bourguiba sera d'ailleurs couronné moins d'1 an plus tard par la signature à Paris des mains du Premier ministre Tahar Ben Ammar
du traité d'indépendance. Une délégation française dépêchée à Tunis pour la négociation de l'autonomie puis l'indépendance de la Tunisie. La délégation tunisienne est présidée par le Premier ministre Tahar Ben Ammar, sous la monarchie de Lamine Bey. Les Tunisiens ont manifesté leur joie pour cette première étape à l'octroi de l'indépendance et la souveraineté de la Tunisie. Après les négociations, cette délégation s'est rendue au palais de Carthage, résidence du Bey, pour l'informer de son avancement et les accords conclus. Et tandis que les colons français plient bagages après 75 ans de cohabitation plus ou moins mouvementée avec le régime bellical, c'est un nouveau Premier ministre qui prend les rênes de l'exécutif tunisien, Habib Bourguiba. Le Bey se doute-t-il alors qu'il vient de nommer l'homme qui sonnera le glas de 252 ans de monarchie hussénite? Quelles sont alors les chances du vieux monarque face aux ambitions d'un Bourguiba qui le considère comme une survivance aberrante de l'Empire ottoman? C'est d'ailleurs Bourguiba seul qui, au premier anniversaire de l'indépendance, parade dans les rues de Tunis aux côtés des personnalités prestigieuses venues pour la circonstance. Il a déjà l'allure du futur maître absolu de la Tunisie qu'il sera pendant 30 ans. Le Bey, lui, face au sourire surfait de son Premier ministre, a presque l'innocence de l'agneau qu'on s'apprête à sacrifier. La visite officielle du roi du Maroc Mohamed V en Tunisie et l'apparition du Bey en sa compagnie en l'absence de Bourguiba dans la même voiture décapotable du cortège a suscité la colère du Bourguiba qui a décidé de destituer le Bey. On prête à Lamine Bey l'intention d'avoir voulu abdiquer. Mais Bourguiba, ne voulant pas d'un tel cadeau, aurait même précipité la date de la proclamation de la République. Elle a eu lieu le 25 juillet 1957, un jour marqué d'une pierre noire pour la famille hussénite. Au cours de la brève expérience de monarchie constitutionnelle, Lamine Bey aura tout de même apposé sa signature sur les décrets abolissant la polygamie, la répudiation et supprimant les privilèges. Mais à la tribune de l'Assemblée, les jeux sont déjà faits et l'emblème de la monarchie n'orne plus les murs de la grande salle. Dans un discours enflammé, Bourguiba attaque le régime des Beys sous l'œil complaisant des représentants de la France. Il rappelle les injustices et les exactions infligées au peuple en remontant parfois jusqu'à l'insurrection de 1864. وإحلال محله الجمهورية بمعنى إحلال نظام جديد. Toujours est-il que la délégation chargée d'annoncer à Lamine Bey sa destitution est déjà aux portes du palais de Carthage, qui prend ici les allures d'une demeure fantôme. Le Bey et sa famille sont conduits à la Manouba, dans une vieille résidence d'un de leurs cousins, devenue depuis lors la prison des femmes de Tunis. Ce dont je me souviens, c'est en fait un enfant qui était un petit peu à l'abandon, et une main m'a secouru, c'était la main de ma mère, qui m'a pris avec elle et qui m'a fait monter dans la voiture qui devait amener mon grand-père vers son lieu de résidence surveillée ou d'exil. Ce temps, au palais de Carthage, les biens du monarque déchu sont livrés à la convoitise des hommes de main du nouveau régime. Convaincus d'avoir caché des bijoux, les princes emprisonnés seront finalement graciés. Quant au reste de leur patrimoine, il ne sera que partiellement récupéré. Élargi après 3 années de résidence surveillée, Lamine Bey meurt à l'âge de 80 ans.
Mohammed Bey, le père de Rafet, que nous voyons sur ces images en compagnie de la reine, sa mère, avait été un grand militant de la cause nationale. Mais son engagement ne sera reconnu qu'après la destitution de Bourguiba. Venant du Caire, la troupe théâtrale, dirigée par Farid El Atrache et Samia Gamal, est arrivée à Tunis pour y donner une série de représentations. Samia Gamal, déjà connue du public tunisien, est arrivée parée des lauriers gagnés en France au cours de l'été 1950, où elle a joué en présence du roi Farouk. Le public de Tunis saura faire un bon accueil aux plus célèbres représentants de la scène et de l'écran égyptien. أحلى من في الحياة ساعة بقرب الحبيب أحلى من في الحياة انت الفؤاد نحيب ويشكي حبه هواه ساعة 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 بقرب الحبيب دي الحياة حلوة دي الحياة حلوة جميل على حبك لا كلام العين اللي نسيك انساه ولا يهمك جفاه يا ما غيره راح تلقاه وتهني قلبك معاه يا ما غيره راح تلقاه وتهني قلبك معاه ساعة بقرب الحبيب أحلى أمل في الحياة ينسى الفؤاد النحيب ويشكي حبه ساعة ساعة بقرب الحبيب